invité. Merci d'être avec nous depuis tôt ce matin, donc pour cette édition spéciale consacrée aux résultats du second tour de l'élection présidentielle. Deuxième heure de direct à présent et encore 2 heures d'information à nos côtés avec Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Et nous accueillons à présent Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Élie, vous êtes également avocat. On vous entend toutes les semaines, tous les vendredis notamment sur cette antenne pour votre chronique hebdomadaire. Alors vous aviez appelé, vous, à voter la semaine dernière très clairement pour Emmanuel Macron, le Consistoire de France, le Consistoire de Paris également, le CRIF aussi. Vous avez été plutôt clair. La mobilisation a fonctionné au sein de la communauté juive selon vous ? Ah oui, très clairement. Il y a eu, je pense, une grande unité qui s'est manifestée à la veille de ce second tour, dès après le premier tour, puisque en notre âme et conscience, il nous fallait, en tout cas, être clair dans notre position. On ne pouvait pas rester silencieux au niveau des institutions juives. Et vous l'avez dit, que ce soit le consistoire et le Consistoire de France, avec le Grand Rabbin de France, nous avions fait un communiqué très clair à ce sujet, au nom de la liberté religieuse. Le CRIF a été très clair aussi, et le Fonds social juif unifié notamment. Je pense que toutes les institutions et même par ailleurs des associations se sont joints à cette prise d'opposition très claire pour faire barrage, encore une fois, au Rassemblement national et à des thématiques, à des éléments programmatiques qui étaient portés par Marine Le Pen, qui allaient, selon nous, à l'encontre des intérêts de la communauté juive de France. Christophe Barbier. On le voit dans divers cas précis territoriaux, ce barrage face à Marine Le Pen a pris des teintes particulières. Elle arrive en tête aux Antilles et en Guyane, et Meyer Habib nous disait il y a quelques instants qu'elle est passée de 3% à 15% parmi les Français électeurs installés en Israël. On a l'impression quand même qu'une partie de la communauté se dit mais si ce n'était pas elle, un bon barrage contre ce qui nous menace. Oui, alors je pense qu'il faut quand même avoir juste un petit peu de recul par rapport à ça, parce qu'on est en train de parler sur les Français qui votent en Israël de quelques milliers de personnes. Oui. C'est infinitésimal. Je pense qu'il faut bien séparer le vote de ceux qui peuvent vivre, vous avez raison, dans certains, par exemple quand on parle de la Guadeloupe ou de la Martinique, quand on parle effectivement des Français d'Israël, dont beaucoup s'étaient abstenus, rappelons-le, on est sur un très faible taux de participation sur cette élection, mais en tout cas ça révèle quelque chose tout cela, mais ça révèle d'ailleurs ce qui se passe et ce que vous avez très bien chroniqué depuis ce matin, l'augmentation du score de l'extrême droite en France, portée par Marine Le Pen, et puis quelque part sa banalisation dans l'esprit de beaucoup de personnes, qu'elles soient juives, qu'elles soient non juives, dans ce pays, on remarque, et c'est un fait naturel, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de vote juif, il y a un fait, c'est que Marine Le Pen a policé son discours, elle a été très sobre dans son discours, comme vous l'avez très bien remarqué pendant cette campagne. Elle a bénéficié du fait qu'Éric Zemmour, lui porte un certain nombre de thèmes, de déclarations qui ont pu choquer, alors qu'elle n'en a fait aucune quasiment qui a choqué, à part peut-être quand Jordan Bardella est parti sur sa volonté de vouloir interdire l'importation des produits de viande cachère et la viande cachère telle qu'elle existe aujourd'hui abattue rituellement. Et encore une fois, c'est pas un thème qui pouvait choquer tout le monde, mais effectivement, elle a lissé son discours et donc elle a bénéficié d'une banalisation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, avec l'affaissement de la droite traditionnelle et l'affaissement de la gauche traditionnelle, Parti socialiste et républicain, son augmentation très importante. Mickaël Darmon. Au fond, est-ce que le meilleur rempart contre Marine Le Pen n'est pas Marine Le Pen elle-même, puisque c'est le nom qui reste un peu métabloquant pour beaucoup de Français, et en particulier beaucoup de Français juifs. Ces idées progressent, ces manières de fonctionner progressent, mais c'est le nom qui reste donc toujours qui fait un blocage. Elle vient de dire qu'elle voudrait être encore certainement à la tête de ces combats pour les prochaines années. Est-ce que au fond, ce n'est pas paradoxalement une bonne nouvelle ? Oui, vous avez raison. On sait qu'il y a peu de renouvellement dans la classe politique française et quoi qu'on dise, les Le Pen sont installés ici depuis 50 ans et elle-même, Marine Le Pen, est dans la vie politique depuis plusieurs décennies. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une marque Le Pen qui peut continuer à être un repoussoir pour beaucoup de Français, et d'ailleurs juifs et non juifs, et en tout cas pour la communauté juive, c'est sûr que mettre un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen, c'est vrai que c'est quand même assez difficile, je pense, pour l'immense majorité des Juifs. Et c'est vrai que le paradoxe auquel on a assisté, c'est qu'on a vu qu'effectivement beaucoup d'électeurs français juifs avaient peut-être moins de réticence à mettre un bulletin dans l'urne au nom d'Éric Zemmour, qui a quand même
il y a eu des prises de déclaration, des prises de position extrêmement scandaleuses, difficiles, vis-à-vis de l'histoire du peuple juif, vis-à-vis de l'histoire des tragédies récentes. Et pourtant, c'est Marine Le Pen qui reste le symbole de l'impossibilité. C'est vrai. Et finalement, on a bien vu que dans cette recomposition, non pas de la droite, qui nous avait été promise par Éric Zemmour, mais de l'extrême droite finalement, on a bien vu qu'entre le tandem Éric Zemmour, Marion Maréchal, qui voulait avec la nièce, qui voulait finalement non pas tuer le père, mais tuer la tante, on a bien vu que finalement les gens sont restés fidèles plus à l'original, à la marque Le Pen originelle qui était portée par Marine Le Pen. Alors Élie Korchia, en marge de cette actualité, il y a eu aussi un événement ce week-end. On en a beaucoup parlé de cette agression à Nice, de cet attentat. Vous souhaitiez, je crois, ce matin rectifier justement certaines informations qui avaient été données, qui avaient été indiquées à la police. Alors, d'abord, ce sera au procureur, Ilana, bien évidemment, mais c'est important de dire des choses ce matin et d'avoir une pensée très forte pour le père Christophe qui a été agressé hier et dont la vie finalement a pu être sauvée grâce à la sœur qui était à ses côtés, sœur Marie-Claude, dont il faut saluer le courage parce qu'elle a été blessée elle-même, d'après les informations qui ont été données par le parquet hier, au bras. Et c'est elle qui a réussi à désarmer l'agresseur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel état serait aujourd'hui le père Christophe, dont le pronostic vital n'est pas engagé, heureusement. Mais dans le cas de cette agression à Nice, il a été dit que cette personne, manifestement déséquilibrée, aurait déclaré qu'elle était de confession juive. En tout cas, on verra ce qui sera indiqué par le parquet, mais en tout cas, d'après les informations et certaines informations a priori qui ont pu circuler hier, il ne serait pas de confession juive. Donc ça, c'est quand même, et j'espère que ce sera indiqué, parce que cette personne a voulu, d'après moi, se déclarer comme cela pour justement créer un trouble supplémentaire dans son agression. On sait, d'après ce qui a été indiqué, qu'il avait fait partie du Front National, même s'il en avait été apparemment exclu ensuite, mais on voit bien que c'est une agression le jour de l'élection présidentielle dans une église à Nice par quelqu'un qui se présente en plus comme de confession juive. Oui. On voit bien ce qu'il y avait derrière tout cela dans la tête de cet agresseur, du père Christophe, encore une fois à qui on adresse toutes nos pensées ce matin. Je reviens à la politique. Est-ce que vous craignez pour les législatives, cette union appelée par Éric Zemmour lui-même du Rassemblement National et de Reconquête pour avoir des candidats uniques et essayer de faire un groupe puissant à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça peut marcher? Michael Darmon disait il y a quelques instants que finalement peut-être que le véritable ennemi de Marine Le Pen, ça avait été Marine Le Pen elle-même. Je dirais que c'est presque la même chose dans ce que vous êtes en train de dire. Finalement, ce qui va peut-être empêcher ce grand regroupement de l'extrême droite, c'est peut-être l'extrême droite elle-même. Parce que quand on voit les prises de position entre Éric Zemmour, le camp Zemmour et le camp Le Pen, entre le premier et le second tour, j'allais dire qu'à la veille de ce que vous appelez peut-être le troisième tour, c'est cette période des élections législatives, il n'est pas du tout dit, et je pense que c'est presque un euphémisme, il n'est pas du tout dit qu'il s'allie tellement. Les extrêmes droites irréconciliables, elles aussi. Qu'avez-vous ce matin à demander, au nom de la communauté, à Emmanuel Macron pour ce second quinquennat? Sur quoi doit-il être vigilant? Plutôt la géopolitique, ses positions au Proche-Orient ont été parfois erratiques, ou plutôt le territoire national? Par rapport au Proche-Orient, c'est vrai qu'il y a régulièrement des déceptions au niveau de la communauté juive de France, et on en a connu encore récemment. Donc on espère effectivement un rééquilibrage de certaines positions. On se rappelle de certains votes à l'ONU, par exemple, qui étaient incompréhensible parfois quand on analysait certains votes de la France qui au mieux auraient dû voter contre et parfois au moins s'abstenir. Mais je dirais que ce qu'on attend surtout, c'est qu'au niveau de tout ce qui fait la laïcité à la française, et le président de la République s'est positionné sur certains thèmes de laïcité, et quand on s'est positionné nous-mêmes ces derniers jours, c'était sur des éléments vraiment cruciaux en matière de laïcité. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que la communauté juive puisse être rassurée, rassérénée encore plus par des positions très claires au niveau programmatique. Rapidement, est-ce que vous ne tracez pas une ligne entre la politique menée par le Quai d'Orsay et les approches plus personnelles d'Emmanuel Macron? On a noté hier, par exemple, que Yair Lapid a, lui, félicité la réélection d'Emmanuel Macron, le qualifiant d'ami sincère donc de l'État d'Israël. Mais je pense très clairement qu'au niveau d'Emmanuel Macron, mais de beaucoup d'ailleurs de politiques, de ministres qui l'entourent, il y a, comme vous l'avez dit, au niveau personnel, une attache, en tout cas vraiment une position très clairement
forte vis-à-vis de l'État d'Israël. D'ailleurs, on a bien vu lorsque le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, est venu en France il y a à peine quelques semaines à l'invitation du président de la République, cette relation forte qui existe entre la France et l'État d'Israël. Non, je pense que c'est une position traditionnelle du Quai d'Orsay qui pose problème, et président après président, on n'arrive pas à revenir sur cette position. C'est là où il faudrait qu'il y ait une inflexion. Merci beaucoup Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Élie, on vous retrouve vendredi matin sur Radio J, bien sûr, comme tous les vendredis. Merci à vous.